Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de Jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris en fait dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va regarder le tutoriel de Chronicle of Dronagor de Core Games et on va essayer dans cet épisode que je vais intituler J'apprends en jouant. Ah ouais, j'apprends en jouant. Est-ce que ça va être une série, je ne sais pas, de plusieurs vidéos, de how to, on verra bien. C'est je sais pas, ça dépendra du mode, tout ça. Bref, j'apprends en jouant aujourd'hui avec Chronicle of Dronagor. Donc, on va voir un petit peu la base du jeu pour vous donner un avant-goût de comment ça fonctionne. Ce n'est pas comment on y joue dans son intégralité, bien évidemment. Je vais essayer de déborder un petit peu sur les règles de base qui sont indiquées dans le tutoriel fourni avec le jeu pour essayer d'en donner un petit peu plus. Mais voilà, on se lance là-dessus. On va à la table, c'est parti. Générique pourri. Donc nous voici sur la table. La chose que l'on va faire, c'est qu'on va suivre le tutoriel qui est à l'intérieur du jeu, le jeu de base. Cela va nous montrer les mécaniques de base du jeu sans entrer dans le gros détail, bien évidemment. Je vais essayer d'explorer au maximum les informations que je pourrais vous dire à chaque fois qu'on va rentrer dans un des éléments du jeu. Mais en gros, on va se baser là-dessus. C'était un bon démarrage pour pouvoir se donner une bonne idée de comment se joue le jeu et on va pouvoir faire une petite expérience du début de l'aventure. Bien évidemment, le début de l'aventure qui est dans le tutoriel est le même que le début de l'aventure de la vraie campagne, mais ce n'est pas grave parce que on l'a vu une tonne de fois, il n'y a pas vraiment de spoiler, mais si vous voulez pas vous faire spoiler, ben le regardez pas, mais en gros c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on va apprendre comment fonctionne le jeu grâce à ça et en regardant ensemble les différentes mécaniques. Donc on commence, la première chose qu'on nous demande de faire bien évidemment, c'est d'utiliser notre personnage. Donc en fait le personnage qui vous nous demandez de prendre c'est Vorn, donc c'est un Dwarf Warrior. Et c'est un des personnages sur lesquels qu'on va utiliser pour le tutoriel, mais après vous aurez pris la main sur ce personnage-là, en fait, vous aurez la possibilité de jouer avec n'importe quel personnage, parce que la mécanique de base sera la même. Ok, donc autre chose. Donc voici Vorn et voici sa tablette. Donc ici on peut voir différentes choses. On peut voir ici son niveau de vie. Avec en 12 ici en plus foncé le niveau de vie de base à laquelle il commence quand il commence une nouvelle chapitre ou un nouveau départ d'aventure. Nous avons ici ces différentes habiletés. Donc les jaunes sont les habilités de mêlée grâce à la couleur et en fait le petit icône. Nous avons les habilités ici qui sont rouges, qui sont des habilités de distance avec un range en général de 1. Nous avons les habilités grises ici qui sont des habilités passives, donc celles-ci en fait sont actives tout le temps de manière générale. Nous avons ici aussi l'habilité aussi verte qui n'ont pas vraiment de range. Et à part par exemple quand c'est écrit sur soi-même ou quand par exemple il y a écrit qu'on peut booster notre déplacement, c'est seulement sur soi-même. Et ici nous avons nos habilités aussi qui sont plus aussi de la magie à distance aussi, qui n'ont pas vraiment de limite de range ou de distance pour les utiliser. Ici, nous avons notre personnage, et c'est ici qu'on va pouvoir mettre nos cubes. Nous avons ici un résumé de ce qui est fait par tour, c'est toujours la même chose. En gros, on commence notre tour et on peut se déplacer de 3 cases, puis faire 2 actions par cube. Donc, je jouais 2 cubes qu'on pourra utiliser et positionner là-dessus. Nous avons ici les fameux super coups, on va dire, du personnage. Donc ici, on peut voir que Vorn en a 2. Pour pouvoir les utiliser, il va falloir cumuler du focus. Donc ici, on peut voir que pour faire activer celui-là, il va falloir cumuler 2 focus d'abord et ensuite 3 focus pour celle-là. Donc un total de 5 focus si vous voulez pour être capable de pouvoir tout utiliser, ou sinon 3 focus pour l'un et 2 focus pour l'autre. Ici, nous avons le Hero Preferences. En fait, c'est la façon dont l'équipement qu'il pourrait avoir. Donc lui, en gros, il prend des heavy weapons, il peut avoir un shield, plate armor de type et des trinkets. Voilà. Et ici, nous avons en fait une petite information concernant
son chemin ou sa destinée, qui est le path of strength, donc sa destinée de force, en gros de la puissance. Ça peut avoir un impact. Je vous le dis tout de suite, dépendamment du personnage, des fois vous avez des choix dans l'aventure et ils vont vous dire si votre personnage a tel path, vous pouvez avoir tel bonus ou avoir tel malus, malheureusement. Donc ça peut avoir son importance, mais on peut pas vraiment le savoir d'avance. Mais des fois ça joue un rôle important dépendamment de quelle est l'origine ou quelle est la vocation de votre personnage au long de l'aventure. Et ici ça vous explique aussi que vous pouvez par exemple utiliser comme action la possibilité de vous débarrasser d'un cube au lieu de le mettre dans une habilité, de le mettre ici pour faire un mouvement supplémentaire. Si vous faites deux actions, donc utiliser deux cubes, vous pourriez utiliser ces deux cubes ici pour pouvoir dire je vais me déplacer de 3 cases 2 fois de suite pendant mon action et ne rien faire d'autre. Ici nous avons des différents endroits pour mettre par exemple une arme. Ici on va dire c'est une off-hand, on va dire, ou quelque chose, donc ceci ce serait un shield par exemple, lui. Ici on peut mettre l'armure, ici on peut mettre un trinket. Oui, il y a juste un emplacement, donc en gros si vous mettez quelque chose ici, il faudra le remplacer par quelque chose d'autre si vous décidez de changer. Et nous avons ici le sac à dos, le backpack, où vous avez la possibilité de seulement mettre 2 items à l'intérieur, peu importe lequel c'est. Donc par exemple vous trouvez une nouvelle arme, vous mettez l'arme ici dans le sac à dos, vous en mettez seulement 2. Si vous décidez par exemple d'en prendre un troisième, il faudra faire un choix et vous débarrasser d'un des deux que vous avez déjà en main avant de pouvoir mettre le troisième ou le nouveau à l'intérieur de ce backpack. Donc je pense avoir fait le tour pas mal de ceci. Donc on le positionne ici. Ça c'est le game tray pour information, c'est un game tray spécial, ce n'est pas vendu dans le core page, il faut le choisir en fait comme add-on. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est que ça garde le tout en place, donc vous pouvez mettre la carte de base ici. Vous avez aussi cette petite chose là qui sert à on va dire sélectionner ou voir votre vie. Donc au lieu de mettre des petits cubes là-dedans, vous pouvez directement utiliser ça. Donc par exemple pour celui-ci, on sait qu'il démarre à 12. Donc on le mettrait à 12 pour lui. Il ne peut pas aller plus loin que 16. Ici, vous aurez la possibilité de mettre d'autres items, d'autres habiletés. Ici, vous avez les petits emplacements pour mettre des cubes. Donc, à chaque fois que vous mettrez un cube, par exemple, dans le bleu ici, ça évitera de bouger. C'est ça qui est cool. Bon, ça bouge ici, bien évidemment. Mais pas ici, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, c'est pareil pour le reste ici. Donc, on peut bien voir l'utilité de ce game tray. Moi, je trouve très, très pratique en soi. Et, par exemple, ici, on peut voir qu'on peut mettre les différents équipements comme ceci. Donc en gros c'est ça, on commence par prendre le personnage, on le positionne sur notre game tray, ensuite on prend son équipement de base, on prend aussi sa carte. Alors sur sa carte, il y a différentes choses à savoir. Première chose à savoir, c'est qu'il y a 2 côtés. Le côté, c'est un commander. Donc en fait, c'est plus quand vous devez affronter ce héros sous une différente forme. Et ici, vous avez le côté héros classique avec le nombre de cubes qui lui sont attribués. Donc en gros, Vorn, il va avoir 2 cubes jaunes qu'on peut voir ici, un cube rouge, un vert et un bleu. On peut voir avec ce cube, par exemple, que ce héros a une préférence ou une tendance à être plus actif en mêlée, le jaune, comme indiqué ici, plutôt que de faire le reste. Donc c'est plus un guerrier de mêlée que de distance. On s'en doute un petit peu, bien évidemment. Donc on le prend ceci, on va prendre 2 cubes jaunes, on les met ici, c'est exactement là, c'est le pool de cubes, un bleu, un rouge et un jaune, et un rouge. Le rouge fait plus orange, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est nos cubes de départ. Bien évidemment, on aura la possibilité avec l'aventure de pouvoir augmenter le nombre de cubes qu'on pourrait avoir, mais ça dépend en fait de la façon dont notre personnage va évoluer. Donc on a ceci, on a l'équipement, donc on se rappelle une fois que lui il peut avoir une heavy weapon et il peut avoir une plate armor, donc on commence avec juste ça. Donc ici on peut voir par exemple la plate armor, starting gear, donc ici ça indique bien ici que c'est un équipement de départ, il n'y a pas de niveau, on va dire, c'est un niveau 0, et on voit ici que c'est le type armure, donc on peut le rajouter ici directement à correspondant au type armure. Ici les différentes couleurs de cubes qui peuvent être utilisées pour l'activer, et quand on l'active en fait, on pourra faire ce qui est écrit là-dessus. On y reviendra plus tard, donc on va mettre ça ici.
Et lui peut avoir un Heavy Weapon. Dans le Starting Gear, Heavy Weapon, c'est écrit ici. On voit que c'est une arme de mêlée. Il y a le petit symbole jaune qui l'indique ici. Nous avons aussi ici le dé ou le résultat de dé minimum que l'on doit faire pour pouvoir réussir une attaque avec cette arme-là. Et nous avons le dommage ici qu'on pourra faire. Et pour cette arme-là, par exemple, c'est 3. Voilà. Et on va le placer ici. Voilà. Donc notre personnage est préparé. Il nous demande ensuite de prendre les action cubes qu'on a déjà fait et de mettre donc nos différentes items directement à côté du personnage. Maintenant, prochaine chose qu'on peut faire, c'est que dans ce jeu-là, il faut choisir un rôle. Le rôle est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va le déterminer dans quel ordre les héros et ennemis vont devoir jouer. Le positionnement du personnage restera toujours dans le même ordre. Il n'y aura pas de changement. Donc ici, on peut voir que nous avons cette initiative track, en fait, initiative, donc cette track d'initiative. Et dépendamment du rôle, vous allez positionner votre personnage grâce à cette petite carte pour lui indiquer si par exemple lui c'est un defender, et puis on le mettra au-dessus. Les petites flèches indiquent qu'il est au-dessus. Si c'était un support, on le mettrait ici, les flèches vers le bas, le leader c'est en haut, le striker c'est ici, le contrôleur c'est ici. Voilà. Et c'est la même chose pour les ennemis. Les ennemis, on le verra plus tard, seront directement positionnés en haut ou en bas des différents symboles de couleurs qui sont en fait des runes et ils vont nous indiquer l'ordre. Donc, pour exemple, le Defender pourrait être ici et un ennemi pourrait être juste là, ce qui veut dire que le Defender jouerait avant cet ennemi-là. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un rôle. Pour les besoins de ce tutoriel, on nous demande en fait d'utiliser le rôle de Defender. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les affaires de Defender. Lui, on va le mettre au niveau du Defender, flèche vers le haut, donc il jouera en premier en tout temps à chaque début de tour. Et on va aller chercher les différentes cartes correspondantes. Donc, ce qui donne en fait la possibilité en tant que d'ajouter un rôle, d'avoir tout ce qu'on a ici, plus des habilités spécifiques au rôle. Donc on regarde parmi la liste des cartes spécifiques au rôle, on va aller chercher le Defender numéro 1 et le Defender numéro 2, tel que spécifié ici. Donc, Defender niveau 1, Defender 2, et on peut même upgrader jusqu'à 3A et 3B. On met le reste de côté. Maintenant, ces habilités, on va pouvoir les placer de côté. On voit que c'est sur ce côté-là qu'on va pouvoir mettre les cubes. Donc, si je regarde un peu mon game tray, le plus logique, ce serait de les mettre ici. Comme ça, je pourrais mettre les cubes là et les cubes là. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, petite chose à savoir sur ces cartes-là, c'est que, vous l'avez vu précédemment, nous avons un passif ici, mais nous avons aussi un passif pour ce rôle de Defender. Et le passif, ça fait Toughness, ce qui fait que en tant que Defender, on est plus résistant. Donc on s'entend qu'un Defender, c'est une sorte de tank, d'accord? Donc le fait d'avoir la skill passif Toughness fait en sorte qu'on démarre avec plus 3 de vie. Donc on le met ici et on monte de plus 3. 1, 2, 3. Donc nos héros, Vaughn, commencent à 15 points de vie grâce à cette habilité passive plutôt que à 12 de base. Donc l'initiative track, comme il l'indique, on prend ça. C'est un peu le setup général de chaque fois qu'on commence une nouvelle aventure. Donc ça donne pas mal une grande idée comment ça fonctionne. Donc on prépare notre personnage et ça c'est le token qui dit dans quel ordre on va jouer. Donc à chaque fois qu'on joue, on va mettre le premier Defender, puis le prochain, quand ce sera au prochain de jouer, au prochain rôle de jouer ou méchant, on déplacera le token pour dire ben voilà c'est son tour, c'est son tour. Donc c'est juste significatif de quel est le personnage ou le méchant sur l'initiative track qui joue. Donc on va mettre Vaughn en premier. Maintenant on va faire le board setup. En gros, on va commencer notre aventure. Donc la première chose qu'il nous demande, c'est d'aller chercher le game tray, donc le dungeon tray 1, parce qu'on n'oublie pas que ce jeu est un jeu en relief. Alors le dungeon tray numéro 1, le voilà. On va aller chercher aussi les différentes informations qui sont ici. Donc on va passer au travers. En fait, je vais le monter d'abord et on passera au travers ensuite. Donc je prends celui-ci. Là, je vais aller chercher la tuile qui correspond ici. Donc nous avons, la tuile est indiquée ici. Donc le E4F. Toutes les tuiles ont une identification. Donc c'est assez simple. On va aller chercher ça. Tuile E4F.
On la positionne exactement comme il est indiqué. Donc on peut voir avec ce symbole-là qu'il est ici. Donc on le positionne comme ceci. Avec un emplacement pour une porte ici. Mais peu importe le sens, ça fonctionne. Donc on met ça là-dessus comme ça. On y met la porte numéro 1. Donc chacune des sections sont séparées par des portes numérotées. Très facile à retrouver en général. Il y a écrit chapitre 1 et le nom du chapitre sur lequel vous travaillez. Ou vous jouez en fait, pas travailler mais sur lequel vous jouez. Vous le pliez de cette façon-là pour ne pas voir ni d'un côté ou de l'autre son contenu. Et vous le positionnez ici. Voilà. Ensuite, on nous demande de positionner les méchants. Donc on va prendre les méchants ici. Alors, tel qu'il est indiqué ici, on va essayer de l'expliquer comment ça fonctionne. C'est un setup pour un seul héros. Je dis pas un seul joueur, je dis un seul héros. Parce qu'en tant que joueur, on peut en contrôler plusieurs. Mais dépendamment du jeu, on peut jouer de 1 à 5. Donc le fait de jouer dans ce tutoriel avec un seul héros, on va pouvoir prendre les informations qui sont au-dessus. Donc, nous avons la petite ligne ici. Je vais essayer d'approcher le tout pour que vous puissiez le voir. Ici. Donc, ça nous dit en fait de placer un ennemi blanc. Et dans le tutoriel, il nous spécifie exactement lequel. Donc là, on voit WM sur White Monster, Skeleton Archer, Rookie. Les ennemis peuvent être... on peut avoir plusieurs niveaux de force du même ennemi. Donc le Skeleton Archer peut être soit un Rookie, soit un Fighter, soit il y a autre chose. Donc si on prend les cartes ici, on voit le Skeleton Archer est décliné de plusieurs façons. Elles sont retournées. Et on voit ici par exemple qu'il y a la version Rookie, la version Fighter, la version Vétéran et la version Champion. Bien évidemment, par ordre de difficulté. Donc voilà. Donc là, il nous demande en gros pour un seul joueur, c'est indiqué ici, avec le petit 1 qui est identifié juste à côté du symbole, qu'on va prendre un Skeleton Archer Rookie. On prend sa carte, on prend le personnage, on va ensuite y ajouter une base et on va y ajouter aussi sa vie sur le board en fait des monstres. Donc on va pouvoir regarder ça dans quelques secondes. Donc on prend celui-ci. Le fait d'avoir aussi qu'un seul joueur indique ici de ce côté-là qu'il doit être positionné ici sur la map. Si on était à 2 héros, on mettrait ici un deuxième héros ici. Si on était par exemple 3, 4 ou 5 héros, et bien en fin de compte on aurait les déplacements, on mettrait un troisième héros. Si on dit 3 héros, on mettrait un ennemi ici, un quatrième héros on serait avec un ennemi ici, et 5 héros on mettrait un cinquième ennemi ici. Et chacun d'eux peuvent être à sélectionner. Des fois c'est spécifié quel type d'ennemi, des fois ils vous disent seulement je veux un white monster ou un grey monster et ils vous indiquent pas. Donc par exemple pour le G3 et le G4 qui sont indiqués ici, ils nous indiquent pas quel type. Donc si par exemple on joue à 3 ou à 4, on devrait prendre un grey monster de type rookie et ce serait la même chose pour 4 joueurs. Donc qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait le paquet des Grey Monsters ici. On irait chercher toutes les versions rookie, donc par exemple celle-ci avec celle-ci et avec celui-ci, donc ça fait déjà 3 types dans le jeu de base, comme ceci. On mélangerait le tout, histoire de le cacher sous la table, peu importe, histoire de trouver une façon de... Et on sortirait un ennemi au hasard. Donc ça, ce serait pour 3 joueurs. Un quatrième joueur, ben, on sortirait un autre ennemi au hasard de type Rookie, Grey Monster, sans regarder. On essaie de trouver un moyen de garder ça caché sous la table. Et on aurait donc 2 ennemis aléatoires supplémentaires. Ça arrive à chaque fois que c'est jamais c'est pas spécifié dans le scénario quel est l'ennemi ou quel type d'ennemi. On veut juste donne-moi quelque chose d'aléatoire. Voilà. Donc on va tout remettre ça comme ça. Moi je suis tout seul dans le tutoriel, donc j'en ai pas besoin. Moi j'ai juste besoin de celui-ci. Voilà. Si c'était un Black Monster, ceci, par exemple, ce serait indiqué directement BM.
et pas GM à la place. Donc en fait on a les white, les grey et les black. Là il n'y a pas d'exemple de black, c'est normal, c'est le début de l'aventure, faut pas trop exagérer, on n'est pas trop puissant, autant pas se faire déglinguer. Voilà, maintenant on prend donc ceci, on met le héros, le méchant pardon, ici, et ici en fait on va pouvoir positionner notre héros. Donc ici sur les étoiles, on a toujours au début, chacun des chapitres, il nous indique avec des étoiles ici, quels sont les emplacements que les héros peuvent prendre. Donc ça c'est à la décision des joueurs, des joueurs, de décider où est-ce qu'ils veulent mettre le héros. Stratégiquement on peut y penser, parce qu'on peut se dire dans l'ordre que jouer, si c'est plus un range qu'un melee, comment on veut s'organiser. Voilà. Maintenant, on va positionner le méchant directement sur le board des monstres qui servent à identifier dans quel ordre ils vont jouer et où sont leurs points de vie. Alors, on peut voir ici, on en a deux, parce qu'en fait on peut avoir beaucoup de monstres d'un coup. En général, on prend celui-ci en premier. Et c'est dans celui-ci que c'est la première couleur. Donc on commence de haut en bas. Et si on a plusieurs ennemis du même type ou plusieurs ennemis sur le même terrain, on commencera toujours par celui qui est en haut et celui-ci s'activera en premier. En fait, pas vraiment. Ça dépendra où il va se positionner. Donc on va mettre si on en a plusieurs du même type, par exemple si on avait deux squelettes, on aurait un squelette d'abord jaune et un squelette après bleu. Et après, si par exemple les squelettes s'activent, dans ces cas-là on prendrait le squelette jaune d'abord et le squelette bleu par la suite. Et c'est dans cet ordre-là. Et ensuite on a leur point de vie et c'est la même chose de l'autre côté. Donc pour cette initiative, on va prendre le seul squelette qu'on a parce qu'on joue avec un seul héros. On lui met ceci directement sous pour l'identifier et on le pose là où il nous l'indique, ici. On prend ensuite un cube blanc que l'on va positionner au niveau du jaune et identifier sur le niveau de vie. Alors c'est là où on va pouvoir regarder un petit peu la carte. Ici, ça c'est une carte d'ennemi. On peut voir son niveau, donc rookie on va dire, ou ça son niveau de difficulté, donc rookie, ce sont les ennemis qui sont très simples. Nous avons à quoi il est immunisé, son nombre de déplacements, où est-ce qu'on le positionne sur le initiative track. Donc ici, on peut voir que c'est au niveau du symbole vert, et si on est encore plus proche, on peut voir au-dessus une petite flèche blanche qui indique que c'est au-dessus. Donc en gros, il faudrait le positionner ici, comme ceci. Nous avons ensuite son type d'attaque, donc lui avec le rouge ici et le symbole, c'est un attaque de range. Nous avons ici en fait son range de distance, donc lui il a un range de 1. Il a un multi-shot 2, donc ça c'est une particularité, il peut attaquer deux ennemis en même temps et il fait poison 1. Généralement, ce qui est écrit là c'est soit son range, son type d'attaque, ou s'il peut avoir plusieurs cibles, et les effets supplémentaires en cas de réussite. Donc ça, le poison 1 veut dire que s'il arrive à toucher un héros et qu'il lui fait un dégât, minimum juste un dégât, par rapport aux 3 qu'il pourrait faire, ça c'est le nombre de dégâts qu'il ferait au héros si le héros n'arrive pas à... en fait, c'est le nombre de dégâts qu'il va faire au héros. Donc si par exemple, sur les 3 dégâts, le héros en bloque seulement 2, il est touché. Le fait qu'il soit touché au moins par un des 3 dégâts, il va être obligé de prendre poison 1. Donc voilà. Et ça, c'est son nombre de points de vie. Donc lui, on peut voir qu'il est à 6 points de vie, donc on le met ici, sur le Monster Tracking, je sais pas trop quoi, sur 6, pour indiquer ce nombre de points de vie. Voilà. Et donc on va le positionner aussi vers flèche du dessus, ici. Donc on peut voir que le Defender va jouer en premier et que c'est ce Skeleton qui va jouer en deuxième. Ensuite, on va positionner notre héros. Ceci, tous les héros n'ont pas de base, c'est pas indiqué, c'est juste pour les monstres. C'est pour ça qu'il y a plein de couleurs et qu'il y a plein de bases différentes disponibles. Nous avons pour les gros et on en a pour les petits. Et on va le positionner d'après ce qu'il nous dit ici, de le mettre ici, directement ici, sur un des emplacements disponibles, avec l'étoile, donc c'est à peu près celui-ci, en bas à droite. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le tour du héros.
Alors, au début du tour d'un héros, il a la possibilité de faire un mouvement. Et il nous demande de faire un déplacement de 3 cases. Donc ici, on a les cases quadrillées. Donc nous avons 1, 2 et 3. On est un petit peu plus près. La seule chose qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'on n'est pas adjacent à lui. Nous ne sommes pas collés sur le squelette. Donc nous ne pourrions pas faire les attaques jaunes parce qu'ils ne sont pas collés à lui. Mais nous pourrions faire peut-être le reste. Maintenant, ce qu'on nous demande, pour justement, vu qu'on ne sommes pas assez proches et qu'on veut utiliser et se rapprocher le plus possible du squelette, parce que ce héros-là est meilleur en corps à corps, d'après ce qu'on peut un peu voir, c'est qu'il nous demande d'activer un skills. Donc notre premier skills sur les deux actions qu'on peut voir avec le cube, c'est Bull Rush. Donc faire Bull Rush, c'est une action verte. Et donc on va utiliser un cube vert, le positionner sur Bull Rush, ici. Et ce qu'on peut voir sur Bull Rush, c'est que c'est une action de magie, ici, avec ce petit symbole-là. Donc ça, c'est une action de melee avec ces deux petites épées. Ça, c'est une réaction. Donc ça, c'est en cas de défense d'une attaque ennemie ou d'un piège ou autre. Et ça, c'est une attaque magique. Les attaques magiques n'ont pas de range de distance. On peut le faire de n'importe où. Mais bien évidemment, ce qu'on peut voir avec Bull Rush, c'est que ça nous autorise de faire un move de 3, donc on peut se déplacer de 3 cases de plus. Il y a un point virgule ici pour séparer les choses, et là on peut voir jusqu'à 2 targets adjacent, on pourra faire 2 dommages. Donc si nous avions 2 ennemis, on pourrait leur faire 2 dommages chacun. Donc là, ce qu'on nous demande en fait, c'est d'utiliser Bull Rush pour pouvoir avancer et coller en fait le Skeleton Archer, et on va donc pouvoir lui faire, j'ai utilisé seulement un mouvement sur les 3, et on va pouvoir lui faire 2 dommages directement comme indiqué ici. Donc on lui prend 2 dommages et on diminue de 2 ses points de vie. Donc on passe de 6 à 4. Donc le fait d'avoir utilisé un de ces cubes pour faire une action ici fait en sorte que le cube ne peut plus être réutilisé ou récupéré pour le moment. Il y aura la possibilité de le récupérer plus tard quand on va faire un recall action. Et là, on va en parler au moment où ce sera le moment de le faire. Mais pour l'instant, les cubes qu'on positionne pendant notre tour sont figés et ne bougent plus. Ça, c'était notre première action. Donc, nous avons fait Bull Rush. Là, on va nous demander de faire une deuxième action. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire une action jaune. Et là, il nous demande directement d'utiliser Arcing Swing, qui est une attaque jaune de melee, ici Arcing Swing, qui demande de faire une attaque de mêlée avec notre arme, comme on peut le voir ici. Donc si on fait une attaque de mêlée, ou si on fait une attaque qui utilise une arme, on va devoir lancer un dé de 20. Et pour pouvoir réussir l'attaque et donc faire ce qui est indiqué ici, ou faire le nombre de dommages qui sont ici, il va falloir réussir. Pour pouvoir réussir, il faudrait que j'arrive à faire un 7 minimum pour pouvoir réussir l'attaque avec mon arme. Donc avec Arcing Swing, qui est une attaque de melee, on voit qu'il y a un cleave 2 et un plus 3 hit. Ce qui veut dire que cleave 2, ça peut attaquer et atteindre 2 ennemis qui sont adjacents à moi. Donc s'il y en avait un autre, on pourrait les toucher en une seule attaque. Et plus 3 hits, en fait, on augmente de 3 la possibilité, le résultat qu'on va avoir au lancer du dé. Ce qui va nous donner la possibilité, un avantage de pouvoir atteindre le 7. Donc en gros, si j'arrive à avoir un 4 là-dessus minimum, en rajoutant le plus 3 hits, j'arriverai à 7. Donc on va lancer le dé. J'ai fait un 9, donc 9 plus 3, mais c'est pas utile, donc j'ai le 7, ce qui fait en sorte que je fais un 3 de dégâts directement, car j'ai réussi mon attaque avec mon arme. Donc je lui fais moins 3 directement dans sa face. Donc on descend de 1, 2 et 3. Donc il ne lui reste plus que 1 point de vie. Ça, c'était ma deuxième action. J'ai oublié de mettre le cube. On met le cube jaune ici pour indiquer qu'on a utilisé le Arcing Swing. Mon tour est terminé.
Maintenant, c'est au tour du monstre. Donc, la première chose qu'on va regarder, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que lui, pour pouvoir être effectif, il faut qu'il soit à range 1. Parce que lui, c'est un attaquant de range. Il n'est pas melee du tout. Donc, il va essayer de s'éloigner. Range veut dire, en fait, tout ce qui est entouré de bleu ici, donc les gros carrés, composé de 4 petits carrés, c'est ça le range. Donc en gros là, je suis en melee parce que je suis collé, mais il n'est pas en range 1. Pour être capable de m'attaquer, il faudrait qu'il s'éloigne d'au moins de 1 carré bleu pour pouvoir me toucher et donc faire son attaque. Donc lui, il va se déplacer de 4 ici pour essayer de s'éloigner et atteindre le range 1 pour être capable de faire son attaque sur moi. Donc la première chose qu'il va faire, si on regarde un petit peu où il va se positionner d'après ce qui est écrit ici, c'est qu'il va s'éloigner un petit peu, 1, 2, et en étant ici, il a exactement ce qu'il faut pour pouvoir m'atteindre. Il est à range 1 à cause de la ligne bleue, mais il aurait pu être ici, ça revenait au même. Donc peu importe où il se mettait à l'intérieur de cette case-là, il serait à range 1 pour pouvoir m'atteindre. Si on le mettait ici, ce serait la même chose. Si on le mettrait ici, 1, 2, 3, exactement la même chose. Si on le met ici, c'est pareil. Donc là, il serait en range 1 parce que en fait, ça fonctionne aussi en diagonale ici. Et il serait en range 1 ici. Et si on y va même 1, 2, 3, 4, là, ça fonctionne plus. Il serait en range 2. Range 1, range 2, trop loin. Donc en gros, il pourrait se déplacer n'importe où dans ces gros carrés bleus, il serait à la distance souhaitée. Maintenant, il a juste besoin d'aller à la distance minimum pour m'atteindre. Donc d'après le tutoriel, on le fait déplacer un petit peu. Donc il était ici, 1 et 2. Et le fait d'être ici fait en sorte qu'il est en range 1 et qu'il peut donc m'attaquer. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il peut activer ceci. Le multishot 2 fonctionne pas pour ce cas-là, parce qu'il y a juste un héros, donc on l'ignore. Mais là, il me fait 3 de dégâts. Donc il essaye de me faire 3 de dégâts. Maintenant, on va essayer d'annuler tout ça pour éviter de se prendre le poison. Donc on le repositionne ici. Et c'est là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant les réactions. Donc, une réaction, en fait, c'est qu'on va essayer d'annuler le plus possible les attaques d'un ou des ennemis. Lui, il me fait un dégât de 3, il faut que j'essaie d'annuler le tout. Dans le tutoriel, on peut voir et on explique en fait que les réactions sont symbolisées par des skills et c'est là où on peut utiliser des cubes parce que c'est hors de notre tour. On peut utiliser des cubes pour faire des réactions et donc on peut utiliser des skills avec des éclairs. Les skills avec des éclairs indiquent que ce sont des skills utilisables pour des réactions justement et se défendre. Donc nous avons le Plate Armor qui a Endure ici, qui est une réaction. Nous avons ici Divert, qui est aussi une réaction. Et en tant que rôle de Defender sur le côté gauche ici, on peut voir que nous avons Divert ici une deuxième fois. Donc j'ai 2 fois Divert, qui est aussi une réaction et qui est identique. Maintenant, pour être capable de les activer, il faut utiliser des cubes que nous avons encore de disponibles. Et la couleur des cubes ferait en sorte. Pour utiliser Divert ici, il me faudrait un cube bleu. Pour utiliser Endure, je prends n'importe quelle couleur, n'importe quel cube de n'importe quelle couleur indiquée directement sur l'équipement. Donc ici, il me reste le rouge, le jaune et le bleu qui sont possibles parce que le vert, je l'ai utilisé. Et pour utiliser le Divert ici de l'habilité du rôle Defender, c'est la même chose. Donc je pourrais utiliser n'importe lequel de ces cubes-là. Ici, ce qu'il nous demande en fait dans le tutoriel, c'est d'aller avec l'habilité qui est directement sur l'équipement ici. Donc on va le prendre sur le Plate Armor et il nous demande d'utiliser un cube rouge. Donc on prend notre cube rouge pour activer avec le rouge ici le Divert, le N2, pardon, ce qui indique qu'on le fait sur soi-même et qu'on prevent, donc on bloque 3 dégâts. Lui me faisait 3 dégâts, j'en bloque 3, ça fait 0. Le fait que je puisse bloquer 3 dégâts, je pense que ça a bougé tantôt, je le remets à 15. Le fait de pouvoir bloquer des 3 dégâts fait en sorte qu'il ne me touche pas, je n'ai aucun dégât, donc le poison 1 ne s'applique pas, donc il me fait rien. J'ai oublié tout à l'heure de déplacer ceci pour indiquer que c'était lui qui jouait, donc voilà. Mais voilà, donc en gros, c'est complètement annulé, et ça s'arrête là. Maintenant, on finit notre tour.
Il n'y a rien ici pour les runes. Normalement, on aurait dû faire tout ce qui est en haut, ensuite tout ce qui est en bas. Et des fois ici, nous avons l'activité en fait de runes. C'est-à-dire piocher une rune pour avoir du darkness, mais il n'y en a pas dans le tutoriel, il n'y en a pas au début du scénario pour être un petit peu plus cool et un peu moins agressif, mais ça va arriver plus tard, dépendamment des scénarios, le setup nous l'indique toujours. Donc là maintenant on recommence, on fait notre deuxième tour ici, et c'est notre tour de Vaughn. On recommence, comme d'habitude, ce qu'on fait c'est qu'on a droit à un mouvement de 3, et 2 actions avec les cubes. Il nous reste seulement 2 cubes. Les mouvements et tout ça sont pas forcément obligatoires. On pourrait juste faire des mouvements ou juste faire des actions et sans se déplacer ou ne rien faire du tout. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Donc là, on nous demande en fait d'utiliser le mouvement de 3 que nous avons au début de notre tour pour nous rapprocher du squelette. Donc, on a juste fait 1, comme ça, on est juste là. À la suite de ça, on nous demande d'utiliser le skill Whirlwind of Steel. Donc Whirlwind of Steel ici, c'est un skill bleu. Donc nous avons gardé notre skill, notre cube bleu, on va l'activer ici. C'est aussi un truc magique. Donc il n'y a pas de distance, j'aurais pu le faire de n'importe où, mais on a décidé de se rapprocher bien évidemment pour être plus proche de la porte. Et donc on le fait sur soi-même, c'est écrit self, soi-même. On commence par se faire un shield de 2. Donc ici on prend par exemple 2 petits tokens de shield. Ils sont recto verso en général, c'est comme ceci. Là on va en prendre 2. On les met ici. On ne peut pas aller plus haut que 4. Ça, c'est très important. Le maximum, c'est 4. Ensuite, on a le point virgule qui dit up to 2 target adjacent enemy. Donc, si on avait 2 ennemis, ce serait jusqu'à 2 ennemis qui sont adjacents à nous. Et on leur fait 1 de dommage. Le squelette prend donc 1 de dommage. Il lui restait 1 point de vie. Il tombe à 0. Il meurt. Quand il meurt, on enlève sa carte ici. Donc, il ne jouera plus. On enlève la miniature. Il ne jouera plus. On peut défaire ça pour le prochain ennemi. Ici, comme ceci. Et là, en fait, il est décédé. Yeah. Maintenant, ce que je peux faire, vu que le squelette est mort, on nous indique qu'on peut utiliser une action mineure. Il y a plusieurs types d'actions mineures. Une des actions mineures qu'on peut faire, les actions mineures en général, c'est une seule fois par tour. Et là, une des actions mineures que l'on peut faire, c'est ouvrir une porte. Comme nous sommes adjacents à la porte, on va ouvrir la porte. Donc là, dans chacune des portes, on va avoir plusieurs choses. La première chose qu'on va voir, c'est un petit peu d'histoire. Il nous indique, bon voilà ce qui se passe, vous avez blabla avancé, là vous approchez de tel truc, blablabla. Nous avons ici aussi le QR code. Le QR code, c'est pour augmenter ou diversifier ce qui va se passer dans cette porte. Chaque porte a un QR code que l'on peut scanner avec notre téléphone. Ça va nous envoyer sur un site internet et il va nous donner des options. Les options sont en général des niveaux de difficulté. Et donc, vous avez la difficulté de base qui est derrière cette porte. Mais si vous voulez refaire le jeu avec une difficulté autre, genre plus élevée, ben vous pouvez utiliser le QR code. Ça va vous diversifier au niveau des ennemis qui pourraient être dans la prochaine salle derrière cette porte-là. Et aussi augmenter le niveau de difficulté si vous avez trouvé que c'était un petit peu trop facile à votre goût. Quand on ouvre ici, on a le système ou le setup à faire pour pouvoir connecter le reste. Donc on voit ici différents trays qu'on va devoir positionner. Ici nous avons donc les mêmes informations que nous l'avons vu tout à l'heure. Et nous avons la petite flèche jaune qui indique en fait où est-ce que nous étions quand nous avons ouvert la porte. Donc en gros la porte qu'on a ouverte ici, c'est au niveau de la flèche jaune qu'on va le mettre. Ça va nous aider à nous positionner ou à positionner les différents plateaux pour aller plus loin. Voilà. Et nous avons les indications ici. Toujours en bas, en haut de la ligne de pointillés, ce sont toujours les indications pour un joueur, ou un héros, pardon, pas joueur. Et en dessous, ben, c'est si nous avons plus de un héros, ben voilà ce qu'il faudra faire de plus. Nous avons ici en général aussi des règles spéciales, spécifiques à cet endroit-là. Et nous avons ici une deuxième règle spéciale. Donc des fois il y a ça, des fois il nous indique qu'est-ce qu'il faut faire. À la fin, si vous avez fait ce qu'il y a à faire, quelle est la prochaine étape.
Donc ici nous avons la première règle qui indique que le Shadow cultiste de vétéran que l'on va positionner a une habilité spéciale et qui est en gros au début de son tour, avant de faire ses autres actions, on va devoir piocher une rune à l'intérieur du sac aléatoire et donc placer une tuile de Darkness sous le Shadow cultiste pour essayer d'approcher les héros et leur donner des pénalités ou augmenter aussi la puissance des méchants qui seront proches de la Darkness. Donc on va voir ça à ce moment-là. Et la deuxième règle spéciale ici, c'est quand le dernier monstre sera vaincu, vous pourrez et que vous aurez interagi avec le token d'interaction que l'on peut voir ici, on va en parler dans pas longtemps, et bien on pourra lire le fait que End of Adventure, Return to Camp à la page 5 et retourner au camp, et au camp il y a la phase de camp pour faire différentes actions comme monter de niveau son personnage, récupérer de l'équipement et tout ça, et surtout se reposer pour recommencer à zéro notre personnage pour la prochaine aventure. Donc voilà, donc on ouvre ça et on va faire le setup. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce setup qui est ici rapidement et je reviens avec vous juste après. Voilà, l'installation est terminée, voici le niveau dans lequel on est. Donc on a toujours notre personnage ici. Ici nous avons un passage d'eau qui descend, nous avons ici un nouvel endroit qui est à peu près au même niveau que celui-ci et celui-ci qui est un niveau plus haut. On peut voir ici que c'est un décor extérieur, tout le reste aussi, de l'eau, un cadavre ici d'ailleurs. Et nous avons ici une sorte de petite maison, on dirait, à l'intérieur d'une maison. Nous avons aussi un Skeleton Archer de niveau Rookie qui a été positionné et demandé ici. Nous avons ici celui-ci qui est un White Monster Shadow Cultist vétéran qui est ici. Et nous avons un token d'interaction ici, là. Et si on l'active, si on le prend, ce sera à la page 3 qu'il faudra aller. Sur les tokens, nous avons généralement 2. Alors ce que ça indique, le numéro, et on nous demande spécifiquement de le mettre sur le numéro 1, c'est qu'en gros, nous ne pouvons interagir avec ce token qu'une seule fois. Donc il va être possible qu'on ait plusieurs choix à faire à l'intérieur de cette interaction, mais comme on ne peut le faire qu'une seule fois, ben, ça va être un choix parmi plusieurs. Voilà. Ça va rajouter la rejouabilité. Si on recommence et que la prochaine fois on veut le refaire, on se dira bah tiens, la dernière fois j'ai pris ça, ben je prendrai autre chose. Voilà. Si c'était sur 2, eh ben on aurait la possibilité d'interagir 2 fois avec lui. Une fois on retourne, une fois on interagit, on l'enlève. Voilà. Donc j'étais un peu rapide là-dessus, mais c'est dans le concept, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on y va. Donc là, on peut enlever cette porte-là. On n'oublie pas les 2 règles qui sont ici. Et là, en gros, là, il nous reste un cube. Ça, c'était notre première action. On n'oublie pas que nous avions fait un mouvement. Nous avions utilisé un cube bleu pour pouvoir attaquer le squelette. Nous l'avions tué. Maintenant, il nous reste encore un cube pour faire une dernière action. Je ne peux pas déplacer finir une action et finir mon mouvement même si j'avais fait qu'un seul. Malheureusement, le mouvement doit se terminer au complet. Donc là, mon mouvement est terminé. Mais là, comme je vois qu'il y a différents ennemis qui ont été activés, nous avons lui qui est ici avec 6 points de vie et celui-ci qui est ici avec 10 points de vie, comme indiqué ici sur sa petite carte. Et ben en fait, étant donné que je suis trop loin pour pouvoir voir quoi que ce soit et aucune de mes habilités ou aucune chose que je ne pourrais faire ne serait optimale pour arriver à faire du dommage sur un ennemi, on nous demande de garder un cube pour essayer de prévenir d'une éventuelle attaque, vu que ça va être à leur tour de jouer. Donc on le garde. On passe directement au Skeleton Archer. On n'oublie pas que le Skeleton Archer, lui, il a besoin d'être à range 1, comme indiqué sur sa carte. Il se déplace de 4 et il va essayer donc de s'approcher. Dans le tutoriel, on nous demande de se déplacer ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Le fait qu'il tombe sur cette tuile là, il y a une indication ici qui nous indique que quand on tombe là-dessus pendant la première fois, pendant notre tour, on perd un mouvement. Le fait que lui en ait 4, on fait 1, 2, 3, 4. S'il en aurait eu un 5e, il l'aurait perdu. C'est la même chose pour les héros. Donc, il est toujours trop loin.
on peut bien voir que range de 1 c'est ici, notre héros en range 2, donc il ne peut pas l'atteindre, donc le tour du Skeleton Archer se termine là. Donc on passe directement au Shadow Cultist. Donc on déplace le token. Alors le Shadow Cultist, qu'est-ce qui est indiqué là-dessus? Donc la carte de Shadow Cultist indique qu'il est immunisé à stun, donc on ne pourrait pas l'assommer. Ici, il se déplace de 4. Lui, il a une attaque de range et il peut m'atteindre à range 2, ce qui est très très mauvais. Multishot 2 comme le Skeleton, donc il pourrait atteindre 2 héros en même temps. Et il met un curse de 1 au cas où il touche un héros avec un de ses dégâts. Il fait 5 de dégâts et il a 10 points de vie. Voilà. Donc on le remet ici. Et on l'active. On n'oublie pas que dans la règle ici, il disait que avant le début ou avant qu'il puisse faire son action, on va devoir prendre une rune à l'intérieur du sac et le positionner sous lui et essayer de s'approcher le plus possible des héros. Alors, pour les besoins du tutoriel, on va prendre exactement celui qui est indiqué ici. Donc on prend ce token là qu'on aurait pris à l'intérieur du sac, on regarde qu'il y a deux côtés, il y a le symbole ici qui va être positionné en fait une fois utilisé sur l'emplacement qui correspond. Ça revient dans des règles subséquentes. Pourquoi si on a ça là-dessus, qu'est-ce que ça fait? Ce ne sera pas expliqué dans le tutoriel ici, ce sera à lire dans le rulebook. Et nous avons une deuxième phase qui indique la forme de la tuile de Darkness. Donc on va aller chercher cette forme là. On prend donc le tray avec toutes les différentes formes qui sont ici. Nous avons aussi des formes de 1. Pourquoi? Et ça va être très spécifique. Je vais l'expliquer tout de suite après. Donc on prend la forme qui était indiquée ici. Donc on voit que c'est celle-ci. On prend ça. Ensuite, on prend le token, on le met ici à l'endroit correspondant et on va essayer de placer directement, comme indiqué ici, cette darkness là à partir d'en dessous de l'ennemi qui est indiqué, qui est en même temps un endroit de spawn pour un début de darkness si c'était un autre cas échéant d'une apparition de darkness classique. Donc on peut voir que cette forme là rentre dans la tuile, donc elle pourrait rentrer bien évidemment de différentes façons. On a cette façon-là, on peut tourner un peu partout. Mais par exemple, si on tombait sur une tuile, alors c'est là où il y en a l'exemple, je vais mettre la tuile ici et le méchant comme ça, exactement comme indiqué. Mais par exemple, si on était tombé sur une forme comme celle-ci, qui n'est pas du tout la même chose, et qu'on ne peut pas la rentrer dans la tuile correspondante, là ici ça rentre, on s'entend, on peut la mettre un peu partout, ici c'est pareil, mais ici on voit que ça ne rentre pas, ce n'est pas une forme qui fit avec une tuile de cette sorte là. Dans ces cas là, la règle stipule que nous prendrions 3 petits carrés séparés de cette façon, on se débarrasse de cette tuile là et avec celle-ci on essaie de les positionner parce qu'elle s'essire dans plusieurs trucs de manière à ce que ça s'approche des héros. C'est toujours comme ça que ça va fonctionner. Donc on aurait pu poser ça ici là, ici comme ça et ici comme ça pour descendre, ou on aurait pu le mettre de cette façon là aussi, vu que ça c'est adjacent à ça, pour descendre et s'approcher le plus possible d'un héros, parce qu'à partir du moment où le héros est proche ou est en contact, il y a des malus. Donc, dans le tutoriel, on nous demande d'utiliser cette forme-là pour montrer en fait que cela rentre bien à l'intérieur de la tuile et elle est positionnée comme ça. Voilà. Ce que ça veut dire en fait maintenant, c'est que si par exemple le monstre nous attaque en étant positionné ou adjacent à une tuile de Darkness, il fera plus 1 de dégâts. Donc au lieu de 5, il passera à 6. Maintenant, c'est le tour, c'est à lui de faire ses actions. Lui, il fait un range 2, il va essayer de s'approcher. Il va pas descendre directement, ça va lui faire des dégâts, donc lui, il va aller de façon le plus intelligente et logique pour avancer. Donc, il va se déplacer pour essayer d'atteindre le range 2 sans forcément utiliser tous ses déplacements. Donc, lui, il se déplace de 4. Donc, le tutoriel nous demande de passer par ici pour 1, de descendre de 1 ici, ici, et de se mettre ici. Donc là, il est à distance. Donc là, il nous attaque, vu qu'il est à range 2, 1 et 2. Et là, comme il est adjacent à la tuile Darkness, on s'entend, la tuile Darkness ici, c'est adjacent à lui. On peut le voir. Donc, il a plus 1. Donc, au lieu de 5, il nous fait 6 dégâts directement à nous. Maintenant, c'est à nous d'essayer
de faire une réaction et de se diminuer le plus possible, parce que si on n'arrive pas à annuler la totalité des 6 dégâts, on va prendre une curse 1. Donc, première chose qu'on est obligé de faire, c'est quand on a des boucliers comme ceci, on est obligé de les dépenser avant de faire une réaction avec un éclair. Et donc d'utiliser possiblement le dernier cube. Donc on nous le dit dans le tutoriel, on va dépenser ici 2 boucliers. Donc on va passer de 6 à 4 dégâts que le méchant nous fait, que le Shadow Cultist nous fait. Nous n'allons pas utiliser le cube jaune tel qu'indiqué dans le tutoriel pour des raisons qui seront évidentes et pour des explications plus tard, mais on va directement prendre les 4 dégâts. Donc on passe de 15 à 1, 2, 3, 4 à 11. Donc là, 11. Le fait qu'il ait réussi à nous toucher, qu'on n'ait pas réussi à annuler la totalité des dégâts qu'il nous a fait en sorte qu'on prend curse 1. Donc on prend un cube noir et on va les mettre dans un emplacement qui reste disponible sur un des skills, ce qui fait qu'on va perdre ce skills pour le reste de ce petit chapitre. Donc le tutoriel nous demande de le mettre directement sur First Aid, donc on va perdre l'habilité First Aid, l'habilité verte ici, c'est qui fait en sorte qu'on aurait pu se déplacer de 3 et sur nous-mêmes on aurait pu faire un heal de 2. Voilà. Maintenant qu'il a terminé son tour, nous on est encore vivants, c'est le tour du 3e tour. On va commencer par un déplacement, donc on va essayer de s'approcher de le token d'interaction avant de pouvoir terminer et de tuer les ennemis. Le tutoriel veut le faire de cette façon. On va le faire pour les besoins du tutoriel. Donc, première chose que l'on va faire, et c'est là où on voit qu'il y a une erreur dans le tutoriel, mais pour les besoins encore du tutoriel, on va faire comme si l'erreur n'était pas là. Mais en gros, on se déplace de 3. Le fait de tomber dans l'eau ici fait en sorte qu'on fait 1. Et là, en moins 1, il nous reste donc un seul mouvement. Donc, on aurait dû tomber ici pour avancer et ne pas être capable d'aller ici. C'est une erreur qui est écrite là. Ici écrit moins 1. Comme c'est la première fois que je fais un mouvement à l'intérieur de l'eau, ma première fois où je tombe dessus fait en sorte que c'est le premier mouvement qui est pénalisé. Donc sur 3 mouvements, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2 directement consommé parce que je tombe dans l'eau et il m'en reste 3, ça serait ici. Je l'ai répété, mais c'est exactement ça qui aurait dû se passer. Mais on va aller plus loin juste pour pouvoir fonctionner avec le tutoriel. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas la pénalité et qu'on était ici 1, 2 et 3. Donc mon action de déplacement est faite. Et là, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est qu'on aille plus loin. Donc on va utiliser le dernier cube ici pour faire un déplacement supplémentaire de 3 qui lui n'est pas pénalisé et c'est tout à fait normal parce que la pénalité se fait seulement la première fois qu'on se déplace à l'intérieur pendant notre tour et pas à chaque fois qu'on se déplace dedans pendant notre tour. Donc là, j'ai plus la pénalité si elle était active. Je prends ce cube là. Je l'expand ici pour indiquer que je veux faire un autre mouvement en tant qu'action de 3. Et il nous demande d'aller se positionner le plus proche possible du token d'interaction. Donc on va aller ici. Donc on va se déplacer de 1, 2 et 3. Donc nous avons par exemple 1, 2 et 3. Le fait d'avoir utilisé, normalement nous avons 2 actions à faire. Le fait d'avoir utilisé tous nos cubes, nous ne pouvons pas faire notre deuxième action. Donc on va devoir faire un recall action. Il y a 2 types de recall action. Il y a les recall que l'on décide de faire et il y a les recall que l'on décide pas de faire. Ben, en fait, on est obligé de faire. Les recall qu'on est obligé de faire, c'est quand on a tout dépensé nos cubes et qu'on n'en a plus. Dans ces cas-là, c'est un recall qui est non voulu, ce qui fait en sorte que, c'est expliqué dans le tutoriel, on va récupérer tous nos cubes à l'exception de ceux qui sont noirs, ici. On récupère tous nos cubes. Voilà, celui-ci. À l'exception de celui-ci, donc on est reparti avec les cubes de base. Mais le fait que ce soit un recall qui n'est pas voulu fait en sorte qu'on prend un curse 1, donc on va être obligé de prendre un cube noir.
et le positionner dans n'importe quel skill qui est disponible. On voit que First Aid n'est plus disponible parce qu'on en a mis un ici, donc il nous reste les autres. Ça peut être n'importe quoi. Il est très important de savoir que si on décide de prendre et de mettre un cube de curse dans une habilité passive, on va la perdre. Donc si par exemple je le mets sur Toughness ici, qui est une habilité passive du Defender qui me donne plus 3 de vie, si je le mets ici, je vais être obligé de diminuer de 3 mon nombre de points de vie. Ce qui n'est pas stratégiquement peut-être une bonne idée. Donc là, pour les besoins du tutoriel, il nous demande de le faire sur Bull Rush. Donc nous perdons notre habilité. Nous perdons notre habilité Bull Rush ici. Donc nous avons un cube ici et un cube ici. Nous n'avons plus nos habilités ou nos skills d'agilité vertes. Et donc l'utilité du vert ne sera plus pour ça, malheureusement, pour le reste du chapitre. Si nous avions décidé de faire un recall, donc imaginons nous avions des cubes un peu partout, je fais n'importe quoi au niveau des couleurs, et il nous reste par exemple un cube, et là on décide de faire un recall avant de l'avoir dépensé, on fait la même chose, on récupère tout. On n'a pas de curse, mais le tour s'arrête. Donc, on ne joue plus le reste. On peut le faire s'il nous en reste bien sûr 4, peu importe le nombre de cubes qu'on veut, s'arrêter dans ce sens-là. Donc maintenant, on peut continuer notre tour, parce que c'était pas un recall que nous avons décidé de faire, et il me restait donc une action. Donc là, on va faire la dernière action qui est disponible pour Vorn. Comme nous avons récupéré tous nos cubes verts, tous nos cubes et que nous ne pouvons plus utiliser d'habilité verte, on va nous demander d'essayer d'approcher le plus possible du point d'interaction. Donc utilisons le vert pour s'en débarrasser vu qu'il n'est plus utile pour les skills ici. Et nous allons faire un dernier mouvement encore une fois. Donc notre dernière action ce serait un mouvement de 3 comme indiqué ici. Donc là on passe à 1, 2. On approche ici, il nous demande de le mettre le plus possible. Le fait maintenant d'avoir traversé une tuile de Darkness fait en sorte que on prend 2 points de dommage. C'est systématique. Mais on peut bien évidemment, si nous avions des shields ou des spells de prevent ou de, par exemple, de réaction, des cues de raison, nous pourrions diminuer ces dégâts. Donc là, pour les besoins du tutoriel, on ne diminue rien, on fait juste le prendre en pleine face. Donc, on prend 2 dégâts directement, donc on diminue encore de 2. Donc on passe à 9 points de vie. On est quand même assez résistant, donc ça va être comme ceci. Pendant notre tour, on n'a pas fait d'action mineure ou de minor action. Donc nous avons la possibilité de faire une minor action. Parmi ces minor actions, nous avions donc l'ouverture d'une porte, mais on peut aussi interagir avec un token d'interaction. Donc nous allons passer à l'interaction du token pour une action mineure. On l'utilise et on l'enlève parce que c'était une seule fois. Maintenant, le fait d'arriver ici fait en sorte qu'on nous dit d'aller à la page 3, comme indiqué ici, mais dans le tutoriel, ça a été représenté. Donc, à l'intérieur de ça, on arrive et ça nous indique ceci. On arrive confronté à quelqu'un, en fait, dans la petite maison. On voit une dame âgée et une petite fille qui sont effrayées et qui essaient de se protéger ou de se cacher dans la maison. On voit ici que nous avons différentes interactions possibles. Donc, comme nous avons la possibilité de seulement faire une interaction telle qui était indiquée sur le token, eh bien, nous avons seulement le choix de prendre parmi ces quatre possibilités ou 4 options disponibles. Donc, soit on prend le couteau de la main de la dame, ou soit on prend on prend les gens et on les amène au Black River Village, le court village de Black River, où ici nous avons la possibilité d'essayer de les calmer et d'obtenir plus d'informations, toujours en relation avec ces gens-là ou cette dame-là, ou on essaie de parler à la fille directement. Donc on choisit une interaction et c'est tout, nous ne pouvons plus en choisir d'autres. C'est à ce moment-là qu'on peut choisir un petit peu ce que l'on veut. Nous avons les différents textes qui sont ici. Donc si on prend par exemple l'action indiquée comme prendre le couteau de sa main, on dit d'aller au numéro 6. Le numéro 6 est indiqué ici. On lit le texte, on fait un test ou pas, où on regarde les différentes choses qui sont écrites
et en gros on applique ce que ça donne. Donc si on fait un test ici avec le numéro 6, on rate notre test, et ben ça fait ceci. Si on gagne, on nous donne un bonus. C'est écrit ici avec un succès. Donc le numéro 16, c'est pareil. Donc après avoir choisi une des options, on va continuer. Là c'est le Skeleton Archer, vu qu'on a fini notre tour, qui va attaquer. Il va se déplacer de 4 pour essayer de se rapprocher de range 1. Donc 1, 2, 3. Donc là il nous fait son attaque. Le fait qu'il soit adjacent à une tuile de Darkness fait qu'il a plus 1. Donc au lieu de faire 3 de dommages, il nous fait 4. On va donc essayer de se protéger. Là il nous demande d'utiliser un cube rouge pour faire le N2 encore sur notre armure ici, et on va prévenir de 3, mais on va s'en prendre quand même un, parce qu'ils en fait 4 à cause du Darkness, donc on s'en prend un dans la face, on descend ça à 8, et là on prend poison 1. Donc là on va aller chercher le token de poison ici, et on va le positionner sur notre bonhomme, pour pas l'oublier, nous avons un poison 1. Poison 1 fait quoi? C'est qu'au début du tour du héros, tant qu'il a poison sur lui, il va perdre le nombre de dommages dépendamment du nombre de tokens. Les poisons peuvent s'accumuler les uns après les autres. Il y a différents skills qui pourraient ne pas s'accumuler ou avoir un maximum, mais le poison peut s'accumuler. Donc la poison 1 fait un dégât dès le début du tour avant de faire quoi que ce soit. Pour pouvoir se débarrasser d'un poison, il va falloir faire par exemple un cleansea. Donc vous avez peut-être des habilités qui peuvent faire un cleansea et donc se nettoyer d'un curse avec un cleansea ou directement d'un poison. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous dit, c'est dans le tutoriel, c'est d'essayer de terminer en fait le chapitre comme on peut et essayer de finir l'objectif qui était d'interagir ici et de tuer tous les monstres. Il nous reste donc 2 monstres à tuer. Petite chose que l'on aurait pu faire à la place de passer au travers du Darkness, mais ça c'était pour les besoins de le tutoriel, c'est que vu que j'avais un mouvement de 3, j'aurais pu descendre ici de 1, aller ici en 2 et ici en 3 pour arrêter mon mouvement et donc éviter de passer au travers de la tuile de Darkness et prendre 2 de dégâts. Mais là, on voulait montrer l'effet que ça faisait en passant au travers ou en s'arrêtant dessus, donc c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Maintenant, il resterait juste à terminer, essayer de tuer en continuant avec notre tour, essayer de tuer les différents ennemis. Là, ce serait le tour directement du Shadow Cultiste. D'essayer donc de m'attaquer, on prendrait une tuile, on la placerait dessous, on prendrait une rune, on penserait la tuile dessous, il essaierait de s'approcher et il essaierait de nous attaquer. Il y a différentes choses à retenir aussi, le fait que ce soit au-dessus, quand on attaque un niveau supérieur, quand on attaque un ennemi versus d'être un niveau en dessous, et on peut avoir des bonus quand on attaque. À la fin de ça, quand on aura terminé, on va nous diriger vers le fait d'aller vers le camp, par exemple. Et dans le camp, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les différentes étapes du camp. Et ensuite, généralement, ça va nous donner des cadeaux. Soit ça va nous donner de l'expérience supplémentaire, soit des objets supplémentaires qu'on pourra sélectionner ou tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Donc voilà, j'ai montré les fondements un petit peu de ce jeu, les bases et base un petit peu plus, pas dans son intégralité, mais un petit peu plus de comment ça peut fonctionner ou comment le tour de jeu fonctionne et qu'est-ce qui est possible de faire et comment le faire dans un tour de jeu. Donc en espérant que cela vous aura aidé, donc n'hésitez pas à me laisser quoi que ce soit dans les commentaires. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que vous avez trouvé ça agréable, la façon dont ça a été fait pour que je puisse en faire d'autres? Donc si vous avez quoi que ce soit à me dire, vous le mettez dans les commentaires et je lis et je réponds à tout le monde. Donc je vous laisse avec 2 autres vidéos qui viennent de ma chaîne qui apparaissent sur l'écran présentement. C'est pour me soutenir, pour monter en rank sur YouTube, atteindre les 1 million d'abonnés bien évidemment. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Faut regarder les vidéos, c'est tout. Donc je vous laisse sur ce. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.